Bonjour YouTube, débrief Ligue 1, 6ème journée. On a sauté la 5ème journée pour des raisons de fatigue et de surcharge en termes d'emploi du temps, mais on va changer un petit peu le format de façon de ce débrief. Il aura lieu généralement le lundi soir. Alors là, c'est dimanche soir parce que lundi soir, je suis pris. Le replay sera comme d'hab disponible dans la foulée. Donc normalement, si vous regardez ça sur YouTube, il doit être 1 ou 2 heures du matin minimum. Sinon, c'est lundi matin et vous regardez ça sur la route du boulot. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces, l'abonnement, etc., etc. Merci d'ailleurs parce que le dernier débrief de cette infâme défaite 1-0 à Brest et a dépassé déjà les 15 000 vues, donc c'est très cool, même si l'Olympique Lyonnais est toujours aussi nul. Ce soir, on va parler de football, on va parler des 8 matchs qui auront lieu en Ligue 1 et on va faire l'équipe type. On ne parlera pas donc de Lille-Reims. Lille-Reims aura lieu mardi, donc désolé aux supporters lillois, désolé aux supporters rémois si vous regardez cette vidéo. On n'inclura pas ces deux matchs dans le débrief. On va prendre ça dans l'ordre, hein, de toute façon. J'ai les résultats là. J'ai les résultats qui sont sous les yeux. Les résultats de cette journée. Alors, où ils sont? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, c'est bon. Les résultats, nous avons commencé cette journée de Ligue 1 par une victoire de Nice face à Monaco dans les dernières minutes du match. Derrière, on a eu le match le plus folklorique depuis le début de la saison avec une victoire 5-3 de Nantes face à Lorient. C'était un bordel absolument monumental ce match, c'était très très rigolo à suivre. Et heureusement, parce que le reste de la journée a été relativement chiant. Balogun et les pénaux, oui, on va en parler, chaque chose en son temps. Derrière, la fameuse défaite de Lyon à Brest 1-0 qui permet à Brest de prendre la tête du championnat. Si vous voulez voir une version longue du débrief entre Brest et Lyon, je vous renvoie ici. Normalement, vous avez un petit rond qui vous indiquera le lien vers le débrief. Complet, Metz-Strasbourg, un match inintéressant au possible. Je pense que j'ai failli m'endormir, qui s'est conclu par une victoire de Strasbourg 1-0 dans vraiment un match très très faible. Le Havre-Clermont, c'est le seul match que j'ai pas pu voir puisqu'il n'y avait pas de multiplex sur Amazon Prime ce week-end. Victoire du Havre 2-1. Lens-Toulouse, Lens s'est enfin dépatouillé de la malchance. On a vraiment cru à un moment donné que c'était la saison cauchemar. Toulouse a été très faible sur ce match-là et Lens a réussi, après avoir tapé 2 fois la barre, à s'imposer enfin une victoire pour Lens qui envoie pour le coup Lens en position de 16e et envoie l'Olympique Lyonnais en position de relégable. Montpellier-Rennes 0-0. Qu'est-ce qu'on a rompiche? Et ça s'est terminé il y a quelques minutes par la victoire 4-0 du PSG face à l'OM, victoire à sens unique, victoire presque pas intéressante, tant ça a été facile pour le Paris Saint-Germain. Oui, on va parler de la rentrée catastrophique d'Eli Wahi. On en parlera tout à l'heure, mais alors Eli Wahi, il est rentré et c'était vraiment le cirque du soleil dans sa tête. Il voulait absolument son but. On en parlait après parce que franchement, il y a 2 choses rigolotes qui se sont passées pendant cette... Bon, il y a 3 choses rigolotes. La première chose très rigolote, c'est la prestation de l'Olympique Lyonnais, parce que ça c'était assez exceptionnel, mais ça on en a beaucoup parlé hier déjà. Mais il y a 2 choses très drôles sur cette journée de Ligue 1, c'est les 2 pénaux ratés par Balogun qui sont catastrophiques, et il y a l'entrée en jeu de Eli Wahi qui est probablement l'une des pires entrées en jeu que j'ai vues depuis longtemps, d'un mec qui voulait absolument son but et qui n'a pas réussi à l'avoir malheureusement. 21 buts pour cette journée, c'est très faible, d'autant qu'on a eu 8 sur le terrain de la Beaujoire. Sans ça, bon courage. Vous avez quand même beaucoup de matchs sur cette journée qui sont vraiment pas très intéressants. Enfin, je veux dire, si vous avez raté Monaco-Nice, si vous avez raté Metz-Strasbourg, Brest-Lyon et Montpellier-Rennes, vous avez gagné 8 heures de vie. Parce que franchement, c'était pas notable. Puis j'ai même envie de vous dire que Lens-Toulouse, c'était pas folichon non plus. L'entrée de Baldé, c'était pas mal. Ouais, l'entrée de Baldé, c'était pas mal aussi, mais on en a déjà parlé hier. Alors, dans l'ordre... On va commencer par le match entre Monaco et Nice, et je vais rouvrir mon carnet parce que c'était déjà il y a 2 jours. Non, pas ta tenue de rugby, je m'en fous. Monaco-Nice, qu'est-ce qu'on avait à dire sur Monaco-Nice? Le première chose importante, c'est qu'on avait Balogun en pointe côté monégasque, et c'est probablement ce qui a coûté le match à Monaco, puisqu'on a eu 2 pénaux ratés par Folarin Balogun. Catastrophada absolue. Pourquoi je voulais qu'on parle de ce match de façon un peu aboutie? Parce qu'on avait plus ou moins l'équipe type du côté de Nice, avec seulement Lotomba à la place de Attal. Nice, c'est très sérieux. Nice, ça joue très très bien au football, et c'est assez fou de voir de Lens. Qu'est-ce que j'ai dit de Lens? De blason, du temps de ton visuel. Ah merde, c'est pas le bon blason, d'accord, c'est noté. Nice a énormément de réussite. Non, c'est pas vrai. Nice a pas énormément de réussite. Là, il y en a un petit peu, et encore, ils ont pas fait un mauvais match. Ils ont été relativement dominés par Monaco, mais c'est peut-être le premier match où Nice est vraiment dominé dans une rencontre. Nice a mis du temps, les 3 premières journées, il y a eu 3 matchs nuls d'affilée, à mettre en place son jeu, mais Farioli, ça rigole pas. Farioli, c'est très sérieux.
Farioli, il y a plusieurs choses à mettre à son actif. Déjà, il a réussi à faire de Melvin Barr un bon arrière-gauche. Donc ça, j'appelle ça de la magie parce que les dernières saisons de Melvin Barr sont quand même absolument calamiteuses. Mais ça joue quand même très bien au football. Alors en plus, il y a un effectif qui est somme toute limité, hein, parce qu'on a eu des joueurs qui n'ont pas fait un bon match, notamment Sofiane Diop, même Gaëtan Laborde dans l'absolu, c'est pas un crack absolu. Mais cette équipe, elle est très cohérente. Il y avait un gros pressing niçois sur la première période. C'est sérieux Nice. C'est pas anodin et c'est sérieux. Je suis très curieux de voir où ça va aller. Encore une prestation monstrueuse de Boulka qui, je pense, sans trop de contestation possible, sera dans l'équipe type pour la deuxième fois de la saison. Diop, c'est vraiment moyen. Diop, c'est assez décevant, franchement. Moi, quand je l'avais vu avant à Monaco et tout ça, je me suis dit, putain, fait chier, c'est une super recrue pour Nice, c'est un joueur qui n'aurait pas fait tâche chez nous. Et c'est vrai que Diop, c'est relativement moyen. Celui qui est hyper intéressant du côté de Nice, c'est Youssouf. Le numéro 55 là, qui joue numéro 6. Où est-ce qu'ils sont allés le chercher, ce Youssouf? C'est super fort. C'est super fort. C'est quand la saison où Nice jouait le titre. Oh, c'était il y a 10 ans, ça. Avec Zvitanic et compagnie, et Serik et compagnie. C'était il y a longtemps. Hein. Golovin, non, c'est l'équipe qui écrit avec des E sur les noms russophones. Youssouf, c'est impressionnant. Ouais, alors je sais... Enfin là, la meilleure recrue du Mercato, c'est peut-être Ghisolfi, qui était à Lens avant, où ils sont allés chercher... Enfin, bravo, quand même, bravo. On a eu une entrée de Jérémy Boga. Bah, en fait, c'est lui qui donne la victoire. Pareil, le super sub, il n'y a pas trop de contestation possible. C'est peut-être lui ou Mounier. Le but de Boga, il est dingue. Si vous ne l'avez pas vu, bah, maintenant vous allez pouvoir le voir d'ici 40 minutes. Le but de Boga est fou. Il part du côté gauche, il fait un slalom, et je vais éternuer encore une fois. Il fait un slalom de zinzin. Il fait le but tout seul. Pardon. Il fait le but tout seul, Boga, et heureusement en vrai. Hein. Maintenant, ça reste aussi un match où Monaco s'est mis une balle dans le pied tout seul. Comme je l'ai dit sur Twitter, Monaco, cette saison, ils ont perdu 7 points. Ils ont perdu 7 points sur des erreurs de débiles. Vraiment. Nantes, ils prennent 3 tirs cadrés, ils prennent 3 buts. Nice, ils ratent 2 pénaltys. Et je crois que c'est contre Lorient où il y a une égalisation à la 98e minute. Donc Monaco, c'est très solide. C'est plutôt une bonne équipe, hein, on est d'accord, on n'arrête pas de le répéter. Il y a des bases solides, mais il y a des sacrés trous d'air aussi. C'est quand même dommage. Il y a une fragilité mentale du côté de Monaco qui va probablement leur coûter cher à l'avenir. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que cette équipe-là, en plus, elle n'a pas de Coupe d'Europe, elle est vraiment armée pour aller jouer les troubles faites pour le titre. Mais ces 7 points perdus bêtement par Monaco depuis le début de la saison, ça risque de piquer très très fort à la fin de la saison, malheureusement. Voilà, Monaco-Nice, 1-0 pour Nice, pas beaucoup de buts, un très beau but, cela dit, de Jérémy Boga, 8 buts encaissés, 5 soit dans les 15 premières minutes, soit dans le temps additionnel en fin de match, c'est intéressant ça. Hein. Morgan Sanson, c'est une bonne pioche. Je suis pas encore hyper convaincu par Morgan Sanson. Maintenant, c'est pas un mauvais joueur, ça c'est sûr, mais pas encore hyper convaincu par le fait que ce soit le joueur qu'il faut ou une super recrue. On va voir. Monaco va se refaire contre l'OM, on va voir. Parle-nous des pénaux de Balogun, c'était catastrophique. Je comprends pas. En fait, je comprends pas la logique. Alors ça, c'est peut-être je sais pas si c'est une populaire opinion ou quoi que ce soit. Pour moi, à partir du moment où un joueur rate un péno dans un match, il doit pas en tirer un deuxième. Il y a une question de confiance, il y a une question de plein de choses. Et je comprends pas pourquoi Balogun tire le deuxième péno. C'est terrible pour lui mentalement. C'est la honte. T'as raté un péno, c'est pas grave. Personne t'en veut de rater un péno. Mais prends pas le risque. Laisse le deuxième péno à quelqu'un d'autre. Là, je sais pas, je comprends pas. Je pense que c'est une question d'ego. Peut-être qu'il voulait son but, j'en sais rien, mais il a déjà marqué la semaine précédente. C'est terrible pour lui quand même. Hein. C'est terrible pour lui. Non, on n'a pas parlé du derby de l'Est, on est au tout début du débrief. Voilà pour Monaco-Nice, on enchaîne. Nantes-Lorient, le match le plus rigolo probablement de la saison. Avec un Lorient qui, comment dire, c'est quand même salement tiré une balle dans le pied. C'était pas si mauvais, Lorient, mais c'est un malentendu ce match. C'est un malentendu complet. Hein. On avait une ouverture du score très précoce de Eli Kroupi Junior à la 6e minute. D'ailleurs, très bon joueur, Eli Kroupi Junior. Je suis très curieux de voir ce qui va devenir de lui. C'était extrêmement divertissant. Maintenant, les défenses, parce que je suis désolé, je vais faire le rabat-joie. Le niveau des défenses. Faux. Donc non, la vraie conclusion par rapport à ça, de ce match-là, c'est que Nantes, on était très très inquiets en début de saison. Les Nantais aussi étaient très inquiets en début de saison. Et force est de constater qu'il y a quand même des bons éléments dans cet effectif. Je pense que l'arrivée de Mathis Ablin est une super pioche. Parce que c'est un excellent joueur. Mostafa Mohamed, c'est très 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 fort. Moses Simon a sorti la tête de l'eau. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il sort la tête de l'eau. Finalement, ils vont peut-être s'en sortir, Nantes. Les recrues sont pas si dégueulasses. Là, c'est le premier match vraiment abouti de Nantes.
Douglas Augusto, top recrue. Ouais, c'est un joueur fiable. Donc finalement, je suis plus trop inquiet pour Nantes. Même plus du tout inquiet, parce que je trouve qu'il y a une certaine cohésion. Bon, Florent Mollet a fait une première mi-temps absolument désastreuse. Il a suffi que je le critique sur Twitter pour qu'il mette un but et une passe D. Je vous invite aussi à aller voir le pétard de Mostafa Mohamed sur coup franc, qui est absolument fabuleux, qui envoie un missile sur coup franc. C'est un super joueur, Mostafa Mohamed. C'est vraiment un super joueur. Nantes a un meilleur effectif que l'OL, en tout cas. Oui, ouais ou non. Mais c'est une meilleure équipe, ça c'est sûr. Si Nantes s'en sort, c'est l'OL qui prend sa place dans le wagon de Ligue 2. Bah, c'est pas une bonne nouvelle pour Lyon en vrai. Hein. C'est pas une bonne nouvelle pour Lyon. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté Le pétard de Mostafa Mohamed, j'ai dit. J'ai parlé de Le Goff, mais finalement Le Goff fait pas un bon match parce qu'il prend 5 buts quand même. Sur son côté gauche, il a pas été super bon. J'ai noté un gros match aussi, une grosse entrée de Ferland Mendy qui a fait des très bons centres. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus En vrai, pas grand-chose de plus que... Si, le folklore du penalty à la 99e pour Mrs Simon, on passe d'un potentiel 4-4 à un 5-3, c'était quand même Benjamin Mendy, pardon. J'ai dit Ferland Mendy Benjamin Mendy, excusez-moi. Donc Lorient, attention au coup de froid quand même, hein, parce que là, ça risque de leur taper sur la tête. C'est une bonne équipe quand même, hein, mais bon, après, ça reste Lorient. Hein. Ça reste Lorient. On a vu Isaac Touré partir dans la surface. Il aime trop faire ça, Isaac Touré, avec son 2m06. Quand ça va pas, il va dans la surface. Puis bon, après, ils prennent un but en penalty. Donc, Descamps, c'est solide. Ouais. Après, Lafont devrait revenir là, incessamment sous peu. Mais l'intérim de Rémi Descamps aura été quand même. Descamps ou Descamps d'ailleurs Descamps, je crois. Hein. Était-ce un derby breton? Oui, c'était un derby breton. Voilà, insultez-moi, les Bretons. Voilà pour Nantes-Lorient. Nantes qui chatouille le top 6. Alors qu'on les promettait à une relégation certaine, finalement, Nantes, ça se démerde pas trop mal. Hein. Benjamin Mendy a rejoué son match. Bah, il avait déjà joué le match précédent. Hein. Mendy défend bien, il sait dire non, ce qui est ironique. Oui, on va éviter ce genre de vanne, par contre. Bon, Brest-Lyon. Brest-Lyon. On a déjà fait le grand débrief hier, mais on va en parler quand même. Alors, je vous parle pas de l'Olympique Lyonnais, parce que de toute façon, il y avait absolument rien dans ce match côté Olympique Lyonnais. Catastrophada absolue, probablement l'un des pires... Enfin, honnêtement, à part peut-être Strasbourg à Monaco, en début de saison, je crois que j'ai pas vu une équipe lâcher une prestation aussi calamiteuse que celle de l'OL à Brest. Honnêtement. Strasbourg à Monaco, c'était sacrément costaud. Mais alors, Lyon à Brest, je pense que c'est all-time pire prestation de l'OL que j'ai vue de ma vie, tout simplement. Il n'y a que 1-0, mais il peut y avoir 3, 4, 5-0, très franchement. Tant l'OL a été à la rue complet. Lyon à Nice, c'est pire. Non, parce que Lyon à Nice, tu fais 0-0, tu fais rien et tu prends pas de but. Mais là, waouh. Tu parles plus de l'oélicultrice, j'ai trop mal au cœur. Je ne sais pas de quoi tu parles, Stiz. Oublie pas, c'est 1-0 ce match. C'est que 1-0, mais c'est un miracle. Et encore une fois, c'est dû à l'infinie maladresse de Brest dans les derniers mètres. Brest, ils ont failli perdre encore des points, comme ils en ont perdu face à Marseille, où ils ont dominé la rencontre. Mais à partir du moment où ils arrivaient dans les 30 derniers mètres, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Donc Brest a failli se planter sur un match qui leur était offert en vrai. Hein. Mais il y a eu la rentrée de Steve Mounier à la place de Satriano, et puis pouf, tête, but. Hein, voilà. Donc c'est mérité pour Brest, c'est totalement mérité. Brest qui fait partie des meilleures équipes de ce début de saison avec Nice et Monaco, et le PSG évidemment. Non, c'est hyper cohérent Brest, c'est hyper intéressant dans l'animation. Je trouve que le milieu est brillant. Pourtant, c'est Lesmelou, Camara, Magnetti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le milieu du siècle. Et pourtant, je pense que c'est sincèrement un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 avec celui du PSG. Les projections de Camara et Magnetti, c'est fascinant. Puis Lesmelou dans ce rôle-là de je sais pas comment expliquer, il est presque dans un rôle à la Pirlo, j'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, Pierre Lesmelou. Il fait sa vie. Il est dur sur l'homme. Il est pas passé loin du rouge quand même, hein, Pierre Lesmelou. Mais c'est quand même un bon petit jougador, hein, Pierre Lesmelou. C'est vraiment un bon petit joueur qui a toujours été sous-coté parce qu'il a un nom de merde. Il s'appelle Pierre Lesmelou. Personne n'a envie de starifier un mec qui s'appelle Pierre Lesmelou, alors que c'est vraiment un bon joueur, un joueur de collectif, un joueur fiable, un joueur qui fait briller les autres. Et voilà, le début de saison de Pierre Lesmelou, il est brillant. Le début de saison de Romain Del Castillo, il est brillant, même s'il a beaucoup gâché contre Lyon. Moi, je trouve que cette équipe de Brest, elle est fabuleuse. Enfin, ce que fait Eric Roy, c'est fabuleux. Et encore une fois, pardon, Eric Roy, pardon. Excuse-moi, Eric Roy, de m'être moqué de toi parce que tu étais un mauvais consultant sur France Télé. Mais excellent coach, Eric Roy. Donc on verra combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va durer, cette espèce de fiesta de Brest.
on peut légitimement penser qu'à un moment donné, ça va se calmer. Moi, je leur souhaite pas, parce elle est émouvante, cette équipe de Brest. Et je pense que tous les Brestois, en ce moment, kiffent comme ils ont probablement très rarement kiffé au stade. Et c'est très bien pour eux. Donc on leur souhaite de continuer comme ça le plus longtemps possible. Et puis bah, Lyon, on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est absolument catastrophique. On va tous mourir. Peut-être qu'il faut dissoudre le club. En tout cas, il faut dissoudre le milieu. Il faut dissoudre le staff. Il faut dissoudre plein de choses. Et si vous voulez qu'on dissolve encore plus de choses, bah, je vous renvoie au débrief plus complet qu'on a fait hier soir. Metz-Strasbourg. Metz-Strasbourg. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Première mi-temps horrible, 0 tir pour Strasbourg en première mi-temps, 0 tir cadré pour Metz. À la mi-temps de ce match, il n'y avait absolument aucun tir cadré. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'à la fin de ce match, il y a un tir cadré par équipe. Voilà, un tir cadré par équipe. Donc en fait, on ne va pas parler de ce match. Si ce n'est que bravo Patrick Vieira d'avoir réussi à arracher une victoire sur le terrain de Metz. C'était nul à chier. C'était waouh, vraiment naze. Hein. Vraiment naze. Match atroce, deux équipes chiantes. FC Metz, pas envie de jouer au football. Des joueurs qui sont relativement faibles. Il y en a quelques-uns que j'aime bien. J'ai bien aimé le match de Candé. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Premier tir cadré à 70e. Il n'y a rien à dire sur ce match, donc on va pas s'éterniser. Je suis vraiment désolé pour les Messins, désolé pour les Strasbourgeois, mais j'ai rien à dire sur ce match. Et je vous avoue qu'après la première mi-temps, j'ai lancé FIFA. J'ai lancé FIFA, je suis allé faire des clashs d'équipe, parce que je me suis dit, quitte à perdre mon temps devant Metz Strasbourg, autant rentabiliser en gagnant des crédits. Hein. Le multiplex, alors on va parler très vite de Le Havre-Clermont parce que j'ai pas vu le match, c'est le seul match que j'ai pas vu. Victoire du Havre 2-1 face à Clermont dans un match qui va compter très cher pour le maintien. Le Havre qui se donne encore et toujours de l'air, avec notamment une prestation XXL de Casimir qui a été double passeur décisif, but de Alioui, but de Bayo, ça a été vite réglé cette affaire. On a à un moment donné cru que Clermont allait pouvoir rentrer dans le match parce qu'ils sont rentrés au vestiaire avec ce but de Konaté à la 45e minute, puis finalement pas grand chose. Match dominé par le Havre, pas scandaleux de la part de Clermont, mais il n'y avait pas grand chose à rajouter là-dessus. On va pas s'éterniser parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu ce match, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Le Havre a dominé pendant les 20 premières minutes, puis ils ont arrêté de jouer. Bayo, attitude honteuse envers Clermont, sache-le, c'est-à-dire, il a chambré, il a fait quoi, Bayo? Le Havre qui se donne de l'air, ils vont jouer l'Europe en fin de saison, pas le milieu de tableau. Non mais, pour une équipe comme le Havre, parce que c'est important quand même, le Havre, ils arrivent en Ligue 1, déjà, leur titre en Ligue 2, c'est un malentendu. Je vous dis pas que c'est un malentendu par rapport à la qualité de leur saison, c'est totalement un malentendu par rapport à la qualité de leur effectif en début de saison en Ligue 2. Et même les gens au Havre, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est juste jusqu'au bout ils y croyaient pas trop, ils étaient surpris que cet effectif arrive à jouer le titre, arrive à jouer la montée et en plus le titre. Donc déjà l'effectif était relativement limite en Ligue 2 pour jouer le titre, mais là en Ligue 1 sur le papier c'est quand même très limite dans l'absolu. Mais vous avez plein de petits joueurs qui sont vraiment très très sympas. Là j'ai pas vu ce match là, mais sur ce que j'ai vu depuis le début de la saison, Keshta c'est excellent, Alioui c'est excellent, Kouzaïev c'est excellent. Bayo, ça va leur faire du bien puisque ça manquait un petit peu de calcium en attaque. La défense, elle est hyper solide. Salmi et Lloris, c'est des bons joueurs. Opéry, c'est peut-être un des meilleurs latérales gauche de ce début de saison en Ligue 1. Merci chez Cody pour le raid. Le Havre, ils avaient un meilleur buteur à 4 buts quand ils sont montés. Non, mais déjà, de base, c'était un malentendu. C'était un malentendu qui monte en Ligue 1. Et ce que fait le Havre, c'est absolument admirable, vraiment. Et je suis très admiratif du projet du Havre et d'à quel point les choses tournent. Les matchs à gagner, ils les gagnent. Les matchs où ils sont donnés perdants, ils arrivent à en faire quelque chose. Donc bravo le Havre, bravo à eux. Du côté de Clermont, ça sent quand même la descente. Hein. Ça sent la descente. Alors là, encore une fois, j'ai pas vu le match, mais j'ai toujours pas vu une bonne mi-temps de Clermont, si peut-être contre Toulouse, où il y a eu un semblant de révolte. Mais Clermont, c'est aujourd'hui l'équipe la plus faible de Ligue 1. On l'avait dit en début de saison que c'était une des équipes promises à la descente. Il n'y a rien qui fait penser que ce sera différent sous peu. Il va falloir bouger en tout cas du côté de Clermont. Ça sent très très fort la Ligue 2. Hein. Clermont, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce qu'ils sortaient d'une saison assez folle l'an dernier où ils avaient terminé 9e, 10e, ce qui était énorme pour eux. Mais là, malheureusement, l'effectif a ses limites. Gonalon Gatien, c'est moyennasse. Maintenant, effectivement, pour Clermont, peut-être qu'il suffit de jouer l'OL pour voir 3 points arriver, on ne sait pas. Toulouse, ça peut aussi... Ouais, Toulouse, on va en parler. Alors, Lens-Toulouse. Lens-Toulouse. Mi-temps de Lens assez brillante en première période, avec quelques changements dans le 11, mais rien de fou. On s'est retrouvé avec Frankowski qui prenait la place de David Machado côté gauche, Ruben Aguilar à droite, vous le voyez ici. Wesley Saïd en pointe. Attendez, Wesley Saïd en pointe.
Oui, Wesley Saïd en pointe, pardon. Donc équipe semi-bis hein, pour Lens. Ça a payé puisqu'ils ont été meilleurs que Toulouse, mais on a longtemps cru que ça allait encore être leur tomber sur la gueule. Parce que moi, j'ai pas vu une équipe aussi malchanceuse que Lens depuis pas mal de temps. Ils ont tapé 2 fois la barre et ils ont pris un but sur la quasiment seule occasion de Toulouse. Cela dit, le but de Toulouse est magnifique. C'est une remise de Dalinga, puis un petit piqué de Gelabert, c'est vraiment très très beau. Mais Toulouse... Toulouse, c'est faible. Toulouse, c'est extrêmement faible. C'est pas la première fois qu'on le dit. On le dit depuis le début de la saison. Toulouse, c'est très très faible. Il y a plein de joueurs qui sont probablement pas encore prêts pour ce niveau-là. Plein de joueurs qui sont très très limités. Plein de joueurs qui ont le moral dans les chaussettes. Dalinga, même s'il fait une passe D, c'est quand même assez calamiteux. Gelabert, j'aime bien, mais c'est faible physiquement. Le milieu de terrain est dégueulasse. Je suis désolé, je pèse mes mots. Et ils ont perdu en plus leur meilleur joueur, puisque Abouklal s'est blessé pour plusieurs mois. Hein. Gelabert, c'est un bonbon. Ouais, Gelabert, techniquement, c'est hyper intéressant, mais j'ai peur que physiquement, il se fasse bouffer par la Ligue 1. Donc là, oui, c'est un bonbon. Malheureusement, derrière, c'est très laborieux. C'est encore un très mauvais match de Toulouse. Lens s'en sort sur un fil, avec un but de Saïd et un but de Guy Lavogui en fin de match. Mais il faut qu'on parle de Eli Wahi. Il faut qu'on parle de Eli Wahi, parce que, très franchement, l'entrée de Eli Wahi, c'est une honte. C'est une honte. Tu peux pas rentrer à un partout et jouer comme ça. Enfin, Toulouse aurait pu revenir à 2-2, et s'ils étaient revenus à 2-2, ça aurait été bien fait pour leur gueule. Parce que Lens a croqué, c'est pas des 2v1 hein, qu'ils ont croqué. Ils ont croqué un 3 contre 0. Ils étaient 3 face au gardien, et ils n'ont pas réussi à marquer. Ils l'ont refait juste après. Il y avait un 2 contre 0, 2 contre le gardien, ils ont réussi à se foirer. Donc vraiment, Lens, il va falloir faire quelque chose là, parce que c'est pas possible d'avoir des joueurs aussi bêtes. C'est pas possible. Sur l'action dont je vous parle, j'ai un screenshot, mais je l'ai pas chargé, je suis un peu bête. Vous avez une contre-attaque sur corner, je crois, où Toulouse pousse pour marquer, et vous avez 3 joueurs qui partent. Je crois que vous avez Frankowski à gauche, vous avez Daver Machado dans l'axe, et vous avez Wahi à droite, et Daver Machado envoie un ballon en profondeur à Wahi. Non mais vraiment, si vous l'avez pas vu cette séquence, fouillez-la, cherchez-la sur Twitter, elle est extraordinaire. Vous avez donc 3 joueurs lensois qui partent face au gardien qui est tout seul, et vous avez Daver Machado qui donne un ballon en profondeur hors jeu de 3 mètres à Wahi. Wahi qui marque et qui va chambrer le gardien quand même. Il allait chambrer Guillaume Rest alors qu'il sait très bien qu'il est 3 mètres hors jeu. Donc Eli Wahi, excellent joueur de football, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir investir dans un cerveau parce qu'il est quand même pas très très intelligent ce garçon. Et encore, c'est assez fou de voir un joueur aussi fort alors que clairement il y a un problème dans la tête du garçon. Hein. Il y a vraiment un problème. Hein. Si Toulouse revient dans les arrêts de jeu, on mérite la CFA direct. Franchement, vous n'êtes pas passé loin, hein, Tikai. Vous n'êtes pas passé loin. Parce qu'à un moment donné, quand il y a cette situation-là où Lens doit mettre le 3e, c'est obligatoire, il reste encore 5 minutes de jeu, et à un moment donné, il y a un corner pour Toulouse qui donne rien, mais vous auriez pu finir à 2-2. Et si vous aviez fini à 2-2, je peux dire que Eli Wahi, je pense qu'il fallait qu'il fasse ses valises demain. Ouais, Lens, ils ont perdu un chien. Un fou, c'est Fofana et personne pour le remplacer. Andy Diouf fait quand même un bon match. Moi, je pense que Andy Diouf, c'est une bonne recrue. Maintenant, il va falloir qu'Eli Wahi se mette dans le sens du jeu parce que là cette entrée-là, elle est scandaleuse. Il voulait absolument son but. Hein. Ok, d'accord, c'est bien, Eli, tu vas les avoir, tes buts. Tu vas en marquer 10, c'est pas un souci. Mais il faut jouer avec ses copains quand même. Il faut lever la tête parce que là, c'est calamiteux. Là, c'est sans conséquence pour Lens. Heureusement, parce que le début de saison de Lens, il est très 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 laborieux et ça risque de s'empirer avec la Coupe d'Europe. Mais là quand même. Donc quand même, bon match de Sotoka, bon match de Saïd, bon match de la défense dans l'absolu, même si ce but de Gelabert vient entacher un petit peu le bilan. Lens qui sort la tête de l'eau, ça suffira pas encore. Hein. Lens c'est approximatif, j'ai pas d'autres mots. Ouais, c'est brouillon. C'est brouillon, c'est pas en confiance, c'est un peu laborieux. Peut-être que ça ira mieux quand ils auront dégagé de la Coupe d'Europe, parce que ça leur fait pas du bien, je pense, tout ça. Mais oui, je sens qu'il va exploser, Mark My Words. Ah, mais je pense qu'il va exploser, oui. C'est un excellent joueur de foot, je suis pas en train de vous dire qu'il est nul. Je suis en train de vous dire que justement, c'est un joueur de foot qui est extrêmement fort, mais s'il apprend à être un peu moins bête, ça peut être un joueur extraordinaire, oui. Samba n'est pas impérial non plus. Non, mais il y a tous ces joueurs-là, qui ont atteint un niveau stratosphérique la saison dernière, sont en train de rentrer dans le rang. Alors, est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est pas grave? Mais on est sur des joueurs qui l'an dernier étaient à un niveau débile et qui aujourd'hui sont plus ou moins à leur niveau, on pourrait dire, normal, en attendant peut-être à un moment donné de repartir vers de l'avant. Mais pour l'instant, Lens, attention à la saison catastrophe quand même. Hein. Mais effectivement, mentalement, c'est compliqué. Mentalement. Il y a une question de confiance à Lens. Et je pense qu'une fois que la confiance sera revenue, ça ira mieux. Mais malheureusement, ça sent quand même la saison compliquée à Lens. Parce que l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe, ça va être laborieux jusqu'en décembre. Peut-être qu'après, ça ira mieux. En tout cas, moi, c'est tout le mal que je souhaite à Lens, parce que vous savez que j'aime beaucoup ce club.
On enchaîne, Montpellier-Rennes. Montpellier-Rennes, c'était nul. C'était nul à chier, c'était complètement inintéressant. Et à un moment donné, je veux bien, oui, c'est pas notre faute, c'est un champignon, nanani nanana. Tous les ans, à Montpellier, la pelouse, elle est dégueulasse. On peut pas jouer au foot à Montpellier avant octobre. Et c'est infernal. Donc oui, c'est pas leur faute. Oui, c'est peut-être la mairie qui s'en occupe et compagnie. Mais je sais pas, à un moment donné, il faut faire en sorte qu'il y ait des sanctions. Enfin, ta pelouse elle est dégueulasse, et bah tu la remplaces et puis tu payes, et puis tant pis, c'est pas grave. Parce que là, c'est pas possible de jouer sur une pelouse comme ça. C'est une catastrophe quand même de jouer sur une pelouse comme ça. Donc voilà, le sujet de la pelouse, on en a déjà parlé. À chaque fois, à Montpellier, c'est la merde. C'est le réchauffement climatique. Je sais pas. Non mais c'est pas, c'est la honte. On est en Ligue 1 quand même. C'est un championnat majeur en Europe et on joue sur des champs de patates. C'est terrible quand même. Pas que dans ce club cette saison. Non, il y en a eu d'autres. Il y a eu à Clermont. La pelouse était dégueulasse à Clermont aussi. Mais à un moment donné, c'est pas normal. Et en plus, ils l'ont arrosé à la mi-temps. Enfin, c'est quoi l'objectif? C'est de faire du caca football pendant toute la rencontre. Ils ont arrosé un champ de patates à la mi-temps. C'est quoi leur projet? Sérieux, c'est scandaleux. Lorient l'année dernière, c'était à cause du festival interceltique, machin là. Mais c'est bien la preuve que c'est pas une fatalité. Cette année, Lorient, la pelouse est très bien. Donc, flemme quand même. Hein. Montpellier perd des points à cause d'un champignon qui attaque l'arbre de la pelouse. Non, là, ils perdent des points parce qu'ils n'ont pas été bons. Maintenant, ils n'ont pas été bons, mais Rennes, ça n'a pas été bon du tout. Alors, Rennes, il y a des circonstances atténuantes. C'était l'équipe bis. Vous aviez Désiré Doué en numéro 10 qui a fait un match dégueulasse. Vous aviez Salah qui a été à peu près transparent. Yildirim, grand point d'interrogation. Bon, après, c'est Rennes à l'extérieur. Rennes à l'extérieur, c'est pas bon. Donc, à un moment donné, effectivement, il va falloir parler de Rennes. Donc, on verra. On fera les comptes à la fin de saison. Parce que sinon, vous allez sortir le clip et vous allez me chier dessus. Mais on a encensé. Enfin, quand même. Mettez les choses en parallèle. Genesio, quand il était à Lyon. On n'avait pas le droit de le critiquer parce que c'était trop bien ce qu'il faisait. Voilà, il faisait 4ème de Ligue 1, 3ème de Ligue 1, c'était trop bien alors qu'il avait un matos de fou. Il est parti, tous les médias ont dit ouais, regardez Genesio, vous l'avez maltraité alors que c'est un super coach, nanani nanana. Il arrive à Rennes, ça fait plusieurs saisons d'affilée qu'il n'y a toujours pas de Ligue des Champions alors qu'il y a quand même un bel effectif et des bons joueurs et que cet effectif-là il est censé tourner. C'est faible Rennes, c'est pas bon. C'est pas bon. À un moment donné, ils vont perdre patience les Rennais là. Parce que là, ça fait plusieurs matchs de suite où il n'y a pas grand-chose à en garder quand même. Donc je pense qu'il y a quand même un sentiment de début de gâchis à Rennes. Alors oui, l'effectif est pas parfait. On en a déjà parlé. La défense, c'est très 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 fébrile. Truffert, Théâtre, Omari, Assignon, c'est beaucoup trop jeune, beaucoup inexpérimenté. Mandanda, il va falloir passer à autre chose. Maintenant, vous avez quand même un effectif qui est plutôt pas mal. Des Blas, des Doué, des Matic, des Bourigeaud, ça doit être capable normalement de faire une prestation potable à Montpellier. Et il y a un vrai souci de Rennes à l'extérieur. Ça marchait bien à Rennes, c'est quand il y avait Terrier. On va voir si Terrier va revenir là incessamment sous peu. On va voir si ça change la face de cette équipe. Mais pour l'instant, Rennes, c'est assez tristoun. Hein. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'était un 0-0 scandaleux. Après, scandaleux, j'exagère parce que quand même, il y a eu des tirs. C'était pas aussi scandaleux que par exemple Metz-Strasbourg. Mais la profondeur d'effectif sur les ailes, c'est exceptionnel. Toujours invaincu Rennes. Ouais, mais bon, il y a combien de matchs nuls pour Rennes? J'ai même pas regardé. On va faire un petit tour sur le classement. Vous voyez, Rennes, c'est 8ème. Il y a une victoire, 5 matchs nuls. Enfin, c'est quand même dingue. Ce championnat, il est dingue. Hein. Vous faites une victoire en 6 matchs, vous êtes 8ème. C'est extraordinaire, quand même. C'est une folie, ce championnat. C'est fou. Bref. Et on termine. Paris Saint-Germain, Marseille. Résultat, hein, sans appel, il n'y a pas vraiment eu trop de surprises. Hein. C'était 11 hommes contre 11 enfants. Marseille, ça va pas. Maintenant, est-ce que c'est Marseille qui va pas ou est-ce que c'est Paris qui a été très fort? Point d'interrogation. On voit qu'il y a eu des changements. Les Marseillais ont réclamé Unai. Il y a eu Unai. Bon, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Match assez calamiteux de l'ensemble de l'équipe marseillaise. Hein, tout simplement. Et en fait, on les a pas vus, Marseille. Combien ils ont fait de tirs, Marseille? J'ai même pas regardé les stats du match. Combien ils ont fait de tirs? 6 tirs, 0 cadré. Aucun tir cadré pour Marseille. Non, il faut parler du PSG. Il faut parler du PSG. Le PSG, c'est hyper intéressant ce que fait Luis Enrique tactiquement. On a vu sur la compo annoncée qu'on avait Barcola au milieu de terrain. Alors, dans les faits, c'était pas le cas. Barcola, il s'est placé. C'était une sorte de 4-2-4. Comme on nous le montre ici, même si en réalité Barcola est souvent passé dans l'axe pour laisser l'aile à Mbappé. Du coup, on a eu vraiment une entente assez intéressante entre ces deux-là. Mais il y a un joueur qui a fait un match de zinzin, et je pense que là, c'est à Luis Enrique qu'il faut rendre honneur. C'est Hakimi. Hakimi, il fait un début de saison qui n'était pas terrible, et Hakimi, il n'a pas joué latéral droit. Hakimi, il est venu dans le milieu. Il est venu ici, là. Warren Zaïre-Emery est un peu décalé côté gauche, et vous avez Hakimi qui est presque venu jouer en milieu axial droit. Et du coup, qui a fait un match de zinzin, Hakimi, pendant que derrière, on est resté à 3 derrière. Et dans ce schéma de possession-là, envoyer Hakimi au milieu, c'est un peu guardiolesque. Hein.
de faire ça. Donc je suis hyper intrigué, hyper convaincu par une équipe qui a su gagner sans Mbappé, puisque Mbappé est sorti à la 30e minute, même s'il y avait déjà 2-0. Mais le collectif de cette équipe est hyper intéressant, hein. Les 60 minutes sans Mbappé sont hyper intéressantes. Vous avez Kolo Muani qui a occupé l'aile droite et qui a été absolument brillant, et je pense qu'il va être en contention pour l'équipe type. C'est une prestation ultra aboutie du Paris Saint-Germain sur tous les plans, sur la finition, sur l'entente entre les joueurs. C'est du très bon boulot ce que fait Luis Enrique. Et on va parler de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, c'est de la triche. C'est de la triche. On en a déjà parlé, mais c'est scandaleux, Manuel Ugarte. C'est beaucoup trop fort. Waouh. La défense encore un peu limite. Oui, je pense que quand le niveau va s'élever, attention, Skriniar, point d'interrogation sur son vrai niveau. Peut-être que le bas va blesser à ce moment-là, mais dans l'animation offensive, c'est brillant. C'est absolument brillant. Donc il y a eu ce trou d'air contre Nice, mais attention parce que Nice tactiquement c'est aussi hyper intéressant. Toujours est-il que moi je suis très curieux de voir ce PSG tout au long de l'année. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai presque hâte de voir le PSG jouer parce que c'est hyper agréable de les voir jouer. Ça fait pratiquement 10 ans, alors j'exagère en disant 10 ans, ça fait au moins 5 ans que le PSG est chiant comme la mort à voir jouer, que c'est dégoûtant, généralement ils dominent pas leur match, on se fait chier, puis il y a Mbappé qui marque 2 buts parce qu'il est trop fort. Là, enfin, on peut regarder la Ligue 1 avec un club locomotive qui est agréable à voir jouer, qui domine son adversaire, qui propose quelque chose en termes de jeu. C'est pas désagréable quand même d'avoir une locomotive comme ça. C'est bien, ça pousse le jeu vers le haut quand même. Donc cool le Paris Saint-Germain, équipe qui était détestable pendant 5 ans avec Messi, Neymar, Mbappé, là, qui était absolument imblairable à jamais défendre. Là, c'est une équipe qui est sympa. C'est une équipe qui a un capital sympathie, comme l'avait l'Olympique de Marseille sous Bielsa. Et moi, je demande à en voir davantage. Et aujourd'hui, quand il y a un match du PSG, je suis content d'allumer la télé. Et en tant que supporter neutre par rapport à ça, c'est toujours ça de prix. Moi, je suis content d'avoir regardé Paris Saint-Germain, Marseille ce soir, parce qu'il y a eu plein de matchs sur les 5 dernières années où j'ai regardé le PSG, je me suis dit, j'aurais mieux fait de regarder une série. Et ça y est, enfin, on peut prendre du plaisir devant le PSG. Pas d'accord avec toi, Charlie. J'ai trouvé ce match de Paris très moyen. Ils ont joué sans être créatifs et rapides, mais ils ont quand même claqué Marseille 4-0. Il y aurait pu y avoir 5-0. Ils ont été très bons. Marseille. Alors, j'ai vu quelqu'un, c'est Théo, qui nous disait ça, que Lyon avait mieux joué contre Paris que Marseille. Et c'est vrai que Marseille, ils font un non-match. Waouh. Compliqué le match de Marseille quand même, hein. Marseille, ils se sont mis dans la crise tout seuls, c'est dingue. Ouais, ce sera le mot de la fin de ce débrief avant de passer à l'équipe type. Marseille, la situation, elle est folle quand même. Marseille, c'est pas que tout allait bien, hein. Au contraire, il y a eu l'élimination contre le Panathinaikos, mais c'est au tir au but. Ça peut arriver. Je veux dire, voilà, t'es éliminé contre le Panathinaikos, c'est un peu la honte, mais tu sors au tir au but, t'as pas pris 3 Z à domicile. T'avais un début de match, un début de saison qui était pas ouf, mais t'étais 8ème, t'avais 8 points, ça allait. Et ils ont foutu le feu tout seuls. Voilà. Alors on sait qu'il y a plein de trucs compliqués à Marseille, que le contexte est absolument impifrable, qu'il y a une tension énorme, il y a des magouilles à droite à gauche, et honnêtement, l'écosystème marseillais, c'est tellement un panier de crabes que bon, voilà. Mais oui, ils se sont mis dans la merde tout seuls, ouais. Bon courage, hein, parce qu'aujourd'hui, qui veut aller dans ce merdier? Vous êtes coach de football, est-ce que vous avez envie d'aller dans un merdier dans lequel Igor Tudor est parti après avoir accroché la 3ème place, alors que ça marchait pas trop mal, et que Marcelino est parti au bout de 4 jours? Au bout de 4 journées, pardon. Je vois pas un coach qui est suffisamment suicidaire pour y aller. Peut-être Laurent Blanc, hein. Peut-être Laurent Blanc après, hein. Il est libre, Laurent Blanc, hein. Je suis sûr qu'il viendrait avec grand plaisir. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà, on va. Alors attendez, qu'est-ce que tu nous dis, Cosa Nostra Lyon? Marseille, c'est le pirate dans Astérix qui s'aborde. C'est exactement ça. C'est le même du mec à vélo qui met un bâton dans ses roues là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un golf à Marseille. Oui, il y a un golf, mais ils sont en train de le détruire. Golf au milieu de l'hippodrome là. Je sais pas comment il s'appelle. Le golf de Martigues est propre. Ouais, ou Rudy, peut-être que Rudy Garcia voudra revenir à l'OM, il est bientôt viré à Naples. C'est rigolo d'ailleurs. Il y a les supporters de Naples qui commencent à reprendre les montages de clown qu'on mettait quand il était coach de l'OL. Ça fait beaucoup rire. Bon, on a terminé là-dessus. On va faire l'équipe type, si vous le voulez bien. Alors, l'équipe type, elle va arriver incessamment sous peu. Il n'y aura pas beaucoup de sondages. Il n'y aura même pas beaucoup de débats sur l'équipe type parce que c'était quand même une journée qui n'était pas dingue, hein, en termes de foot. Donc, on va la faire rapidement, l'équipe type. Hop là, on va dessiner le terrain. Généralement, ils sont un petit peu mieux quand je fais le débrief Ligue 1 que contre l'OL. Ça doit être mental, ça doit être le côté. Bon, je dis ça, mais vous avez vu, mon rond central est absolument atroce. Donc c'est pas grave. Alors l'équipe type de cette journée de Ligue 1, nous allons mettre dans les buts, sans aucune surprise, Marcin Bulka qui a fait une prestation XXL. Hop.
Alors attendez, je tourne mes petites pagounettes. En défense centrale, j'ai mis Todibo. J'ai pas eu beaucoup de prétendants. Hop. J'ai mis à gauche Sylla, qui a probablement été un des seuls joueurs notables du match contre Montpellier. En autre défense centrale, j'ai mis Chardonnay. À droite, Hakimi, évidemment, même si en réalité, on pourrait presque le mettre au milieu. Après, j'avoue que, à bien y réfléchir, au début, j'avais mis Sylla ici. Non, c'est pas la bonne couleur, là. J'avais mis Sylla ici parce que j'avais mis Lala à droite. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer et qu'on va mettre ici Bradley Loco, qui a fait un pur match. Je trouvais que Lala méritait peut-être un petit peu plus par rapport à sa passe D, mais on va mettre Bradley Loco. Akili, c'est l'homme de la saison. Bah, pour l'instant, non, hein, il a fait un début de saison un peu laborieux. Au milieu de terrain, sans aucune surprise, nous allons mettre Manuel Ugarte. Ugarte, j'ai mis un accent. Et Les Melou. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ensuite, nous avons à droite Casimir du Havre, double passeur décisif. Sinon, tu mets Silala et Lalala. Pas mal ça, pas mal. Lala méritait, mais vu le match de Hakimi, c'est normal qu'il passe devant, complètement. Warren Zaïre mérite aussi. Bah, en vrai, oui, mais on laisse Melou, on est obligé de le mettre. À gauche, nous allons avoir Moses Simon qui a fait un pur match contre Lorient. Au milieu, j'ai une hésitation entre Mollet et Fèvre. J'aurais tendance à mettre Mollet parce qu'il est passeur et buteur, mais Fèvre a fait un pur match aussi. Je pense qu'on va mettre Mollet. Et en pointe, c'est Randall Colomwani qui a fait un match de patron. Hop là. Je vois ce que vous mettez dans le chat. Ce n'est pas terminé. Nous allons faire les mentions franco-honorables. J'aurais mis Fèvre à la place de Mollet. On va mettre Fèvre. Alors attendez, il faut que je prenne toujours la bonne couleur parce que là, c'est pas bon. Voilà. On va mettre dans les mentions honorables. Nous allons mettre Romain Fèvre, qui mérite aussi pour son début de saison, pour l'ensemble de son œuvre. On va mettre Lala aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué Youssouf, ouais, Youssouf. Alors par contre, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat le nom de Youssouf? Alors merci beaucoup. Alors attendez, parce que Enda Yi Imiye. Enda Yi Bishibiye. C'est imprononçable ce truc. Mais regardez, il fait la moitié du terrain son nom. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Là, c'est bon. Habib Diarra, Gonzalo Ramos, Mostafa Mohamed peut-être? Mostafa Mohamed? Il me manque 2 joueurs. Qui on met? Qui on met dans les 2 joueurs qui restent dans les mentions franco-honorables? Moi, j'ai noté Diarra, Mostafa Mohamed, Sotoka. Ouais, Sotoka, ce serait pas déconnant, j'avoue. Barcola, non. Lopez, alors Lopez, s'il y avait eu 0-0, il était titulaire, bien sûr, évidemment. Hein. Sotoka, Gonzalo Ramos, je regarde ce que... Moi, Mostafa Mohamed, je trouve que c'est pas décollant. Hein. Je trouve que c'est pas déconnant, hein, Mostafa Mohamed. Et c'est qui l'homme de la semaine? Hakimi, non? C'est qui l'homme de la semaine? Hakimi, Simon, Boulka? En vrai, c'est Boulka. Hein. Je pense que c'est Boulka. Boulka ou Hakimi en homme de la semaine? À vous de me dire. Hakimi, Boulka. Ouais, Boulka, je pense. Hein. Boulka, il fait un match de zinzin, donc on va mettre Boulka. On aura tout le loisir de mettre Hakimi plus tard. Il nous manque toujours un joueur pour compléter cette équipe. Donc qui on met? Attends, je regarde dans les mecs que j'ai proposés là. J'avais mis Senaga aussi, hein, qui a fait un bon match. Kandé, qu'est-ce que j'ai mis? Warren Zaïre-Emery. Je voulais mettre Silla. C'est vrai que je voulais mettre Silla. Ce serait pas déconnant, hein, Silla. Hein. Ce serait pas déconnant. Ouais, on va mettre Silla, ouais. Et en super sub, qu'on va mettre en rouge, je vais mettre ici le super sub, c'est évidemment Boga.
pour son but à la 91e minute, Jérémy Boga, c'est ça, 91e. Ça aurait pu être Steve Mounier, mais pour moi, le but de Boga est tellement beau que... Oui, alors Ramos, j'entends votre argument pour Ramos, mais au final, Ramos, il vient parachever une prestation déjà finie, déjà aboutie. Le super sub, dans ma tête à moi en tout cas, et puis c'est moi qui fais ce débrief, donc c'est moi qui ai raison, c'est le mec qui fait tourner le match. Donc oui, c'est probablement la prestation la plus aboutie d'un remplaçant, c'est probablement Gonzalo Ramos. Vous avez raison, mais le joueur qui change le tournant du match, c'est Boga. C'est Boga. Et c'est vrai que Gonzalo Ramos, il rentre assez tôt dans le match. Voilà pour l'équipe type de cette 6e journée. Vous avez remarqué, je l'ai fait sur Photoshop, c'est un petit peu moins dégueulasse, le dessin sur Photoshop, c'est un peu moins crado. Voilà, c'est un peu plus rapide que d'habitude. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Le replay sera disponible sur YouTube dans la foulée de ce live, qui n'est pas encore terminé, de toute façon. Donc si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces. Et on se retrouvera pour le débrief de Reims. C'est ça le prochain match? C'est Reims. C'est à 13h dimanche. Donc prochain débrief de l'Olympique Lyonnais à 15h, donc le débrief de l'Olympique Lyonnais sera sur YouTube vers 17h, et le débrief Ligue 1 de la semaine prochaine sera lundi soir. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous embrasse YouTube, à bientôt, merci à tous.